Salut, c'est Romaric. Je fais cette vidéo car je pense pouvoir répondre à quelques interrogations sur ce que c'est que d'être freelance. Et peut-être que ça peut t'intéresser si tu commences ou si tu te poses des questions en vue de le devenir, ou que tu l'es depuis longtemps. C'est toujours bien d'avoir plusieurs opinions. Déjà par exemple, j'ai lu hier ou avant-hier sur LinkedIn une personne qui disait, qui parlait de la solitude comme freelance, quand tu es freelance. Et en fait je pense que déjà il ne faut pas confondre deux choses, c'est-à-dire le freelance et le remote, le télétravail. Tu peux être freelance et être présent chez le client en régie. Moi, je connais majoritairement des gens qui font ça. Je connais plus de gens qui font ça que de gens qui sont en télétravail. Alors peut-être que ça va changer là. Mais bon, tu vois, après le Covid, la première vague, les choses n'ont pas tant changé que ça. Peut-être que là, ça va enfoncer le clou et ça va plus changer. Voilà, donc le télétravail, c'est pas forcément, le freelance, le fait d'être indépendant, auto-entrepreneur, c'est pas forcément synonyme de télétravail. Maintenant, moi, je fais principalement du télétravail, et c'est là-dessus que je vais peut-être un peu plus parler. La première chose, c'est par rapport à ce que ça veut dire en fait, être indépendant. La différence avec le salariat, la principale différence, c'est que tu es ton entreprise, donc même si avec le statut auto-entrepreneur tu as des charges simplifiées, c'est quand même à toi de faire ta comptabilité. Ça, c'est un des points qui vont s'ajouter à ton activité principale, parce que en fait, alors dans mon cas, je suis développeur, je travaille sur des applications web. Je fais des sites et puis bon, peut-être d'autres choses dans le futur. Mais en fait, je passe mon activité de freelance, elle est composée de plein d'autres choses, parce que justement, j'ai mon entreprise et qu'il y a plein de postes comme ça à traiter en fait. Le premier, alors bien sûr, je néglige pas le cœur du métier, hein. Il faut être bon à ce que tu fais, enfin bon, il faut s'y connaître. Et voilà, ça c'est la première chose. Peut-être j'y reviendrai un tout petit peu après. Mais en fait, pour pouvoir exercer, il faut avoir des clients. Et ça va être le premier en tout cas, peut-être le plus gros choc. Quand tu passes de salarié à indépendant, c'est qu'en fait, toute la prospection, toute la partie commerciale, c'est à toi de la faire. Donc ça prend du temps. Il faut être conscient que quand tu deviens indépendant, alors après tu t'organises comme tu veux, hein. Tu peux très bien travailler plus que 10 jours par mois. Ça m'est arrivé à certaines périodes de ma vie. Parce qu'en fait, il y a d'autres activités qui viennent se greffer en fait. Je pense pas que tu puisses faire 20 jours de télétravail, sauf si tu es déjà bien implanté chez un ou des clients. Parce qu'il va falloir t'intéresser à comment tu trouves des nouveaux clients. Pourquoi c'est important, même si tu es établi, c'est parce que, en fait, l'intérêt, contrairement à quand tu es salarié, c'est que c'est quand même toi qui poses tes conditions. Même si tu as toujours quelqu'un qui te dit quoi faire, ton client, alors avant c'était ton patron, maintenant c'est ton client, mais là en fait c'est intéressant d'aller prospecter même quand tu es déjà staffé, comme c'est intéressant de passer des entretiens quand tu es déjà salarié, mais là comme tu n'es pas engagé, il n'y a pas de rupture de contrat, etc. Et puis aussi il y a ce côté instable où quand ton client il a fini de te confier du travail, en fait il n'a pas de plan pour toi, il va falloir que tu trouves quelque chose à faire. Ça me fait penser qu'il n'y a pas vraiment de chômage quand tu es freelance. Ça veut dire que c'est à toi aussi d'augmenter ta tarification journalière pour te faire ta réserve, en fait te faire tes provisions pour les intercontrats, les périodes où tu ne vas pas travailler. Donc c'est important d'aller prospecter parce que tu peux faire jouer la concurrence, c'est-à-dire que il faut sortir de cette idée, et ça c'est peut-être le truc le plus important de la vidéo, il faut sortir de cette idée que
quelqu'un qui te donne du travail te fait une fleur. Genre, il faut pas être prêt à tout pour travailler. Il faut aussi prendre conscience que tu as un talent, tu as des compétences, tu as de l'expérience, qu'en fait le client a autant besoin de toi que tu as besoin de lui. Et des fois, quand tu n'as pas d'autres options, quand tu n'as pas de piste pour trouver des missions, ben, tu vas te sentir bloqué, tu vas être prêt à accepter n'importe quoi. Et ça, c'est très mauvais. Parce que dans la micro-entreprise, il y a cette partie commerciale. C'est important de bien faire jouer cette concurrence au niveau des clients. Il faut quand même savoir s'imposer et pas accepter n'importe quoi, comme tu peux le faire au début ou quand tu n'es pas prévenu. Voilà. Donc toujours prendre en compte une partie de ton temps total de travail pour chercher des nouveaux clients. Il y a aussi cette partie administrative qui est heureusement assez facile à faire en auto-entreprise, puisque tu vas aller sur le site de l'URSSAF et simplement indiquer ton chiffre d'affaires, ils vont te dire combien tu payes. Voilà, bon. C'est un peu frustrant parce que voilà, tu payes 25% alors que de charges sur ton chiffre d'affaires, plus d'autres charges par exemple, en utilisant la plateforme Malte qui me permet de trouver certains de mes clients, je leur donne 12 ou 13% de mon chiffre d'affaires en plus. Donc au final, tu vois, il me reste, j'ai déjà perdu presque 40% de mon chiffre d'affaires. Et avec le net qu'il me reste, eh ben voilà, il faut que je pense à mettre de l'argent de côté pour les intercontrats, pour en fait me payer les moments où je cherche des clients. Ça, on peut dire que ça rentre aussi dans la partie prospection. Il faut aussi que tu penses à mettre de l'argent de côté pour te former. Parce que généralement, un client qui va t'embaucher pour une mission précise, il attend que tu saches déjà faire. Il te prend en tant que freelance parce que justement, il a besoin d'une intervention ponctuelle. C'est très rare que tu aies un client qui te paye pour te former. Alors ça, c'est aussi important donc de le prendre en compte dans le tarif que tu proposes à ton client. Mais il ne faut pas non plus trop se laisser faire parce que des fois, il y en a, ils vont te... Alors dans le domaine informatique, hein, ils vont te laisser... installer leur environnement, rentrer dans leur projet, etc. en disant oui mais bon ça fait partie de la formation, etc. Il n'y a pas besoin de te le rémunérer. Mais si, parce qu'en fait à partir du moment où tu dédies du temps à ton client, à partir du moment où tu deviens en fait plus efficace dans ton travail parce que tu connais de quoi tu parles, et ben en fait c'est quelque chose qu'il faut répercuter sur le coût le coût que tu coûtes à ton client. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait en freelance tu vas avoir des tarifs journaliers qui sont assez élevés. Alors les gens quand ils entendent ça ils vont se dire ah ouais mais moi aussi je veux devenir freelance, etc. Pour indication selon le rapport de Malte sur le freelance, je crois que c'est Malte qui publiait ça, ou non la crème de la crème qui est un site de freelance aussi. Ils disent que quand tu es débutant en informatique, il faut te mettre à 350, 390. Alors, je ne l'ai jamais fait en tant que débutant. Actuellement, je me fais encore payer sur une mission à ce tarif-là. J'ai augmenté, sinon je suis à 420 €, 420 Blaze It Mate. Mais ça reste faible parce que moi, j'ai quand même un profil confirmé en tant que développeur. Et en reprenant l'échelle de la crème, je devrais être payé plus de 500 € par jour. Encore une fois, il faut bien comprendre que dans ces 500 €, tu ne vas pas les toucher cash. C'est-à-dire, si tu travailles 20 jours, à la fin du mois, tu n'auras pas 10 000 €. Déjà, donc, tu as 25% de l'URSSAF qui disparaît, plus des plateformes, des intermédiaires qui vont te permettre de trouver tes clients si tu ne le fais pas toi-même. Si tu le fais toi-même, il faut aussi prendre en compte que ça te prend du temps et que pendant ce temps, il faut te nourrir et il faut vivre. Donc, à la fin, concrètement, il ne va pas te rester tant que ça, notamment parce que tu n'as pas de chômage, que je ne sais pas trop comment ça fonctionne pour la retraite. Mais bon, c'est pas facile, il faut que tu payes ta mutuelle, alors que d'habitude c'est peut-être plutôt ta boîte qui va te le payer. Les transports, t'as pas de CE, t'as pas de rien. Donc en fait, c'est vraiment une valeur tellement brute. C'est un peu comme, tu vois, ce que tu coûtes à ton employeur sur la fiche de paye. Alors moi, de souvenir, hein, l'année dernière, j'étais payé 1800 net en tant que salarié, ce qui est quand même très faible, enfin faible pour un développeur. Je me plains pas, hein, j'ai très bien vécu avec ça.
j'ai réussi à mettre un petit peu d'argent de côté qui a été engouffré parce que le temps de se relancer dans l'auto-entreprise, tu ne gagnes pas d'argent. C'est quelque chose qu'il faudrait anticiper idéalement. Alors c'est vrai que quand tu travailles, tu n'as pas forcément envie de retravailler derrière pour te trouver des clients. Mais bon, la chute peut être difficile. Une petite info par rapport à Pôle emploi. Donc actuellement, moi je gagne 600 € de Pôle emploi par mois. C'est quelque chose qui va sans doute être amené à réduire parce que dès que tu fais du chiffre d'affaires, ils réduisent les prestations qu'ils t'apportent. 600 € par mois, personne ne vit avec ça. Ou alors il faut habiter dans des logements sociaux, il faut aller à Lidl et puis faire marcher le réseau aussi pour avoir de la nourriture et d'autres services gratuits ou pas chers. Mais 600 €, c'est pas un objectif en soi. Donc il y a des avantages effectivement que te propose Pôle emploi, donc ils t'aident à te lancer avec l'ACRE, l'aide à la je sais plus, bon bref. Il y a aussi l'ACRE. L'ACRE, moi je me suis fait un petit peu entuber, enfin pas entuber, j'aurais pu me renseigner davantage avant. J'en ai bénéficié quand j'ai fini mes études et que j'ai lancé ma première micro-entreprise. L'ACRE, ça te permet de bénéficier d'un abattement de charges. Ça veut dire que tu vas payer que 5% de charges au lieu de 25% au début. Et puis au bout du 3e trimestre, je crois que tu passes à 12. Après, au bout de encore un an, tu passes à 16, 18, je sais plus. Et puis tu finis à 25% au bout de 2 ans et demi, 3 ans. Mais ça te laisse peut-être effectivement le temps de rôder ton entreprise. Là, moi, je connais déjà le système. Je n'ai pas pu en bénéficier parce que entre le moment où j'ai arrêté ma précédente micro-entreprise et le moment où j'ai relancé ma nouvelle, j'avais pas laissé passer suffisamment de temps, c'est-à-dire 3 ans. C'est voilà, c'est comme ça. Je me plains pas. C'est les règles. Il faut jouer. Il faut y penser en tout cas. Voilà. Donc il existe pas mal de plateformes pour la mise en relation avec les freelances. Malte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a tous les trucs un petit peu. Il y a 5euros.com. En fait, j'en connais pas énormément parce que souvent ça se passe très bien. Sur ma précédente micro-entreprise, j'ai découvert quasiment tous mes clients via Malte. Donc voilà, c'est pour ça que j'en parle. J'aime bien, c'est joli. Mais bon, ils te prennent quand même pas mal de charges. Alors, au bout de 3 mois, pour info, ils passent à 10% hors taxe à 5%, ce qui revient à quand même 6% de ton chiffre d'affaires. Que tu déduis pas de ce que tu déclares à l'URSSAF. Donc ça s'additionne. Voilà. Et puis aussi, autre information, c'est vrai que sur les métiers de la tech, la technologie, quoi, développeur, et puis quand tu vas te spécialiser sur des boulots de style ingénieur DevOps, ingénieur sur une techno particulière, etc., là tu vas pouvoir prétendre à des salaires qui sont plus élevés, avec le problème aussi que plus tu joues dans la niche, et plus c'est peut-être compliqué de trouver du travail. Mais d'un côté, mieux c'est rémunéré. Voilà, c'est des choses à prendre en compte. Il y avait un autre aspect que je voulais te donner en tant que par rapport au freelance. Je parlais peut-être des espaces de coworking après, c'est important. Et au final, comment organiser son temps. Je voulais juste parler du fait que ta micro-entreprise, c'est pas seulement un moyen de facturer tes clients. Ça reste une entreprise. Et une entreprise, c'est un outil, c'est ton chariot, c'est ton cheval de bataille pour matérialiser tes valeurs et tes idées dans le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux te servir de ta micro-entreprise pour réaliser des choses dans la société. Tu peux choisir de travailler pour tel ou tel client selon ce qui te tient à cœur. Moi, j'avoue que là, j'étais un petit peu pris par le temps, etc. Mais effectivement, c'est vrai que de par mes valeurs, de par mon intérêt pour les questions environnementales et puis sociales, j'ai envie d'orienter ma micro-entreprise sur des activités qui, par exemple, low-tech, c'est-à-dire où on n'utilise pas une pléthore de technologies qui sont coûteuses énergétiquement et au niveau du matériel. Comme j'en ai parlé dans ma vidéo récente, l'informatique, c'est pas écologique. Voilà, et puis après, si au contraire tu aimes le fun, etc., tu peux dire ouais, ma micro-entreprise, c'est la bonne humeur, etc. J'ai envie de travailler qu'avec des clients qui sont sympas, machin. Donc ça, c'est important. Moi, j'avais pas du tout cette idée lorsque j'ai créé ma micro-entreprise. C'est vrai qu'avec ma compagne qui est également micro-entrepreneuse, elle a suivi une formation pour être copywriter, c'est-à-dire rédactrice web.
Et là, effectivement, on l'a bien briefé. C'est vrai que ton entreprise, après, elle peut grossir, elle peut se transformer. Au début, tu es auto-entrepreneur, tu es le seul salarié de ta entreprise. Après, il se peut que si tu fasses un bon chiffre d'affaires, tu aies envie d'embaucher quelqu'un et de faire croître ton entreprise. Donc, c'est pas mal déjà de se donner une direction, c'est motivant. Voilà, c'est une petite astuce comme ça. Enfin, ah oui, juste par rapport à la rémunération, c'est vrai que les boulots, par exemple, voilà, je dis rédactrice web, les designers, les illustrateurs, etc. La rémunération, elle est quand même moins élevée parce que déjà, il y a moins de demandes et puis, je sais pas, peut-être que c'est des boulots qui sont un peu moins spécialisés, je sais pas trop. Je m'avance pas trop là-dessus parce que je suis absolument sûr que des designers, des illustrateurs, etc. c'est énormément de temps d'apprentissage. Donc oublie plutôt cette partie. Je pense qu'en fait c'est simplement par rapport à l'état actuel du marché. Il y a sans doute beaucoup plus de propositions de prestations de freelance que d'entreprises et d'organismes qui en ont besoin. Pas de freelance, de rédaction web, pardon. Enfin, je vais finir avec le coworking. C'est vrai que par rapport au télétravail, tu peux te retrouver un petit peu seul. Moi personnellement, je suis assez content parce que sur mon travail en particulier, j'ai besoin d'être focalisé. J'ai bien aimé être salarié, j'ai bien aimé avoir des collègues autour de moi, mais en fait, je trouve que c'est quand même pas hyper... ça augmente pas ta productivité, c'est plus sympa, etc. Mais d'un autre côté, quand tu es à côté de la machine à café et que les gens, hop, c'est leur pause et ils viennent te parler, ils font pas gaffe si tu travailles ou pas, hop, en fait, des fois, c'est des heures par jour que tu vas pas pouvoir passer vraiment à travailler. Mais effectivement, tu peux sentir la solitude. Moi, je le compense en fait parce que justement, je suis pas fatigué de mes collègues, je suis pas fatigué au niveau humain à la fin de ma journée de travail, donc je peux plus facilement proposer des choses à des amis, aller vers de l'associatif, etc. Il existe néanmoins des espaces de coworking, donc tu payes, je sais pas, des fois 10 € par jour, des fois 20, 30, ça dépend du standing, ça dépend des services qui sont proposés dans l'espace de coworking. Ou en fait ça va être des open space ou des petits bureaux dans lesquels tu vas pouvoir t'installer à la journée, à la demi-journée, à l'heure des fois même, pour travailler, être entouré de personnes et puis être en dehors de chez toi. Moi j'ai cet avantage, c'est que chez moi c'est agréable. J'ai fait des compromis dans ma vie pour mieux manger et mieux habiter. Donc je fais moins de loisirs, je vais pas faire la fiesta le week-end, je vais très rarement au bar, je pars peu en vacances. Je dépense peu à côté, mais c'est vrai que j'ai décidé d'investir là-dedans. Donc je me sens moins poussé à aller à l'espace de coworking. C'est vrai que c'est sympa peut-être pour faire du réseau. C'est vrai que c'est sympa pour les événements qu'ils proposent et puis pour échanger donc avec d'autres personnes dans ta situation en freelance. Mais voilà, ou en télétravail. Mais bon, c'est pas obligatoire. En tout cas, ça existe. C'est vrai que ça peut être sympa à certains moments. Notamment si tu es dans un pays étranger. Parce que le gros avantage du télétravail, peut-être que tu peux regarder mes vidéos d'il y a 2 ans quand je suis parti. Là, ça fait exactement 2 ans. En octobre, je devais être à Sarajevo ou alors, je sais plus, en Bosnie, dans les Balkans en tout cas. Et je faisais déjà digital nomade. J'étais en télétravail et je bossais comme ça en freelance pour une boîte française. Donc c'était assez rentable parce que la vie dans ces pays est moins chère et tu continues à gagner ton salaire de freelance français. C'est un truc à prendre en compte. Alors il y a d'autres contraintes comme le fait que t'as peut-être pas tes amis à côté de toi, que tu parles pas la langue, qu'il faut se déplacer, qu'il n'y a pas le même confort, etc. Voilà. Mais dans quasiment tous les pays aujourd'hui, alors je sais pas trop en Afrique. Malheureusement je connais pas assez, j'ai pas cherché quand j'y suis allé, mais voilà. T'auras pas forcément une très bonne couverture 4G de partout. T'auras pas forcément accès à du Wi-Fi là où tu vas dormir. Donc ça peut être sympa d'avoir les espaces de coworking quand tu fais le digital nomade. Enfin, peut-être enfin, parce que c'est la 2e ou 3e fois que je dis enfin, par rapport à comment tu t'organises dans la semaine. Ça va dépendre beaucoup de ton client. Il y a des clients, donc si tu es en régie, tu viens aux heures de bureau. Moi, j'aime bien être dispo sur les heures de bureau parce que j'ai pas envie par exemple qu'on m'appelle le soir parce que c'est un moment où je me sens, où j'ai envie d'être pas en famille, mais tu vois, avec des amis, etc. Et puis je me sens, c'est fatigué de la journée, je me sens plus vulnérable, je me sens moins en mesure de négocier. Donc je préfère que les échanges, ils se concentrent sur la période de la journée de bureau. En revanche, après, tu peux t'organiser comme tu veux. Tu peux travailler le matin très tôt. Si comme moi, tu te réveilles des fois au milieu de la nuit, tu peux travailler comme ça 2 heures au milieu de la nuit.
Sachant que ce que tu factures en tant que freelance, alors ça dépend des cas, il y en a qui font ça au projet. Moi, c'est plutôt à la journée. Je préfère me facturer à la journée ou à la demi-journée. Hein. Comme ça, au moins, je vois bien le temps que c'est censé me prendre. Minus la formation, minus toutes les activités commerciales, etc., qui prennent du temps en plus. Mais voilà, un bel avantage, c'est de pouvoir s'organiser comme on veut. En revanche, un truc sur lequel il ne faut pas se leurrer, mais ça, je pense que tu es assez conscient, mais j'ai entendu des gens dire ça, j'en ai marre d'avoir un patron, je vais mettre en freelance. Oui, mais en fait, tu auras toujours un client pour lequel il a des exigences. Et voilà, donc c'est clairement pas la solution. Quand bien même tu voudrais lancer ton application révolutionnaire ou lancer ton produit, tu aurais pareil des clients. Donc je pense pas que tu puisses enlever ce côté pénible d'avoir des attentes de la part des clients ou des consommateurs de ton service. Mais c'est vrai que tu peux mieux t'organiser comme tu veux. Tu peux a priori travailler où tu veux quand tu n'es pas en régie. Et ça, c'est sympa, surtout si tu vas aller habiter à la campagne et qu'il n'y a pas de travail à proximité. C'est une des raisons pour laquelle j'ai choisi de plutôt me spécialiser sur le télétravail. C'est que j'espère un jour avoir une habitation à la campagne et je sais que je ne trouverai pas un travail en régie et j'ai pas envie de prendre ma voiture tous les jours pendant une demi-heure, une heure, voire plus. Donc voilà, c'est un gros avantage du télétravail. C'est pas le synonyme de freelance, hein. Tu peux être freelance et comme je t'ai dit dans des locaux. Voilà. N'hésite pas à me poser d'autres questions si j'ai pas couvert le champ de celles de tes interrogations. Moi je suis assez fan, j'avoue que par contre c'est assez précaire, faut aimer, peut-être que c'est quelque chose qu'on fait quand on est jeune ou alors quand on a plus d'expérience et qu'on peut se faire payer plus et donc mieux provisionner dans les cas où on n'a pas de mission pendant longtemps. Mais voilà, c'est sympa, c'est plus souple, c'est moins engageant vis-à-vis de tes clients, tu n'as pas un contrat forcément. C'est bien aussi de décomposer en lots le travail que tu proposes parce que si jamais ça se passe mal avec ton client, eh ben, tu peux facilement lui dire ciao. Si tu trouves un client pareil qui te fait une meilleure proposition commerciale, donc avec une meilleure rémunération ou des meilleurs services, etc., ou même qu'il est plus sympa que ton client actuel, eh ben, tu peux. Il ne faut pas se priver, je pense que c'est très important parce que moi j'ai vu des clients qui, parce qu'ils te payaient, en fait pensaient que tout leur était permis. Faut pas oublier que tu es un humain, que tu travailles, qu'en France on travaille 37h05 par jour. Ça veut dire que tu dois pas forcément travailler plus de 7h30 par jour. Je dis 7h30 en moyenne, il y a des fois où tu vas faire moins si tu travailles qu'une demi-journée, etc. Il faut aussi prendre en compte, comme je le rappelle, toutes les activités qui vont orbiter autour de l'auto-entreprise, c'est-à-dire l'administratif, la prospection, la formation. Voilà. Allez, salut!